Bien, rebonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette dernière ligne droite de nos journées nationales. Alors, on voulait vous proposer cet après-midi de parler à plusieurs voix au nom de la Fédération et au nom de vous tous aussi, parce que la Fédération a vocation à rassembler tous les acteurs et toutes les parties prenantes de la santé mentale, et donc de parler à plusieurs voix pour vous dire un petit peu ce que la Fédération porte et ce qu'elle pourrait proposer, en tout cas commencer à proposer pour avancer dans tout ça. Alors, nous avons le plaisir d'avoir 4 personnes avec nous cet après-midi. Tout d'abord, est-il besoin encore de le présenter? Denis Leguet, le président de Santé Mentale France. Je rajouterai que Denis est vraiment une personne qui, depuis de longues années, porte tout ce mouvement de la réhabilitation psychosociale et du rétablissement. Donc, respect. Ensuite, nous avons 2 vice-présidentes dans la fédération. Tout d'abord, Nathalie Austin, qui est la numéro 3. Alors Nathalie, qui est vice-présidente d'un GEM, le GEM Bon Pied Bon Oeil, et qui a aussi d'autres fonctions et qui a accepté, il y a maintenant 2 ans, d'être vice-présidente de la fédération. Voilà, donc on est ravis qu'elle soit là aussi aujourd'hui et d'entendre ce qu'elle a à dire et sa voix. Nous avons aussi Valérie Paparel, qui est vice-présidente de la fédération. Valérie qui dirige une structure médico-sociale et sociale qui s'appelle La Nouvelle Forge, voilà, qui est impliquée et engagée dans la fédération depuis bien longtemps. Et puis Jean-François Bauduré, que vous avez entendu tout à l'heure. Il ne fera pas de cascade cet après-midi. Il a décidé d'être beaucoup plus sobre, de ne pas tirer la couverture à lui, mais on va l'entendre, j'espère, tout à l'heure avec joie. Merci Jean-François, secrétaire général de la fédération. Oui, si je peux me permettre, sur le slide, vous voyez secrétaire général avec un E. Alors, je voulais rassurer l'assistance, si jamais la dite assistante était inquiète. Je ne suis pas encore transgenre. Ça viendra peut-être, hein, mais ça n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Denis, on lui a demandé peut-être un peu de nous donner quelques éléments de contexte et surtout de présenter aussi quelle est la vision de Santé Mentale France et ce que la fédération porte au nom de ses adhérents et au nom de ses partenaires. Merci Jean-Philippe et merci à toi aussi pour l'organisation de ce congrès. Mais on reviendra tout à l'heure sur l'ensemble des personnes à qui nous devons beaucoup pour la tenue de réunions telles celle-ci qui nous apportent un peu d'optimisme et de baume au cœur qu'on vient y chercher. Alors oui, il m'a été confié le rôle de rappeler quelques points clés et correspondant au contexte actuel de la santé mentale en France. Hein, voilà. Donc, on ne va pas revenir sur toutes les difficultés que nous rencontrons, tant en termes de moyens, de dégradation des indicateurs. Ça, ce n'est pas une réponse où il n'y a pas de correspondance avec l'état de l'appareil de soins, enfin l'appareil de... Quand je dis soins, je dis ça pour mon amie Valérie, il faut bien qu'elle entende que ce n'est pas seulement des soins de santé. Quand on parle de soins, c'est prendre soin. Hein, c'est accompagner, c'est aussi prendre soin. Donc, oui, dégradation des indicateurs, on en a tous les jours à la télévision une description qui parfois fait froid dans le dos. Bon, on sait qu'il y a aujourd'hui une grande vulnérabilité peut-être du tissu social qui fait que des choses, des événements peuvent se produire qui sèment le désarroi, l'effroi, et auxquels, comme je le disais dans mon discours d'introduction hier, auxquels le système se doit de devoir répondre. Enfin, voilà, pardon.
Autre point un petit peu délicat, c'est la fragilité, même la pauvreté de toutes nos initiatives qui vont dans le sens de la prévention. Finalement, en France, aujourd'hui, alors, il y a, vous savez bien, toute la formation PSSM, premier secours en santé mentale, mais la prévention, ça doit être quelque chose de beaucoup plus global, interministériel, si on doit y répondre par une mesure, on va dire, portant sur une politique publique. Mais il faut aussi que ça soit porté par l'ensemble des citoyens, et c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre de la proposition de labellisation grande cause, c'est d'insister sur tous ces éléments sociétaux. Bon, dans les réalités, il y a les retards aux prises en charge, il y a aussi entre professionnels des crispations sur lesquelles il est inutile de revenir, mais sur lesquelles il faut quand même garder les yeux ouverts parce qu'il ne faut pas se laisser piéger. Alors, la Fédération a mené depuis quelques années beaucoup d'actions, de communication, d'événements, la constitution du média Plein Espoir, tel que vous voyez des exemples ici de l'idée dans laquelle cette action a été proposée. Au fond, la fédération, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte une vision transversale qui priorise la vie, et tous les aspects de la vie, pas simplement pas simplement une description, moi je dis une clinique, mais il paraît qu'il ne faut pas que je le dise trop souvent, une clinique c'est-à-dire une explicitation de ce que la personne rencontre comme difficulté. Donc la vie, la qualité de vie, toute la question de la problématique de la réalisation personnelle, alors on dit rétablissement, mais derrière il y a aussi une question qui est beaucoup plus existentielle et qui concerne tout le monde de manière tout à fait universelle, qui est qu'est-ce que je fais de ma vie? Et tout le monde a le droit qu'on l'aide à avoir une dynamique personnelle qui corresponde exactement à ce qu'elle cherche à être. Voilà. Bon, la fédération porte la pérédance avec des propositions concrètes, etc. Alors, et comment le portons-nous? Comment l'avons-nous porté? Et comment faut-il que nous le portions? Vous savez, notre implication, ça a été évoqué à plusieurs reprises ces 2 jours, dans l'émergence, la labellisation de la grande cause nationale, avec la constitution d'un collectif dans lequel on a été extrêmement actif, sous la houlette de Jean-Philippe et d'une autre association qui s'appelle Alliance Grande Cause. Donc nous avons vraiment tenu, on va dire, le fil de la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire pour militer, pour arriver à, je m'embrouille un peu, mais enfin, pour arriver à ce que la santé mentale soit vraiment désignée comme une grande cause nationale. Et vous avez vu, ça a été réellement une explosion de témoignages, de liberté de parole autour de cette question de la santé mentale, sur le fait qu'on a une santé mentale, sur le fait que cette santé mentale, elle est, comment dire, elle est un élément très important de notre vie, qu'on en parle ou pas, hein, mais c'est la vérité pour chacun d'entre nous, que d'être exposé à des difficultés dans la vie, ou simplement des difficultés parce qu'on a quelques fragilités intrinsèques. Et
vraiment cette labellisation grande cause et ce focus qui a été porté sur la santé mentale, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui représente une bascule dans une autre façon d'avoir une relation avec sa santé. Donc, voilà pour la grande cause. On essaie aussi d'être présent dans le champ du plaidoyer avec ce livre blanc que vous avez dans vos sacoches, qui est notre mise de jeu, comme dit notre ami Jean-François Bauduré. On met à disposition de ceux qui veulent réfléchir autour de cette question un document qui permet au moins de ne pas partir de zéro, qui peut être tout à fait perfectible. Et d'ailleurs, nous disons qu'il est incomplet, parce qu'il y a des points comme la pédopsie, les soins sans consentement, le lien avec le pénal, la question de la recherche, qui ne sont pas traités dans le livre blanc. Or, bien entendu, on ne mène pas une politique sans que tous ces aspects-là soient aussi traités. Donc c'est une proposition forte que nous maintenons sur la table et pour lesquelles nous militons de manière à ce que, avec d'autres, il ne s'agit pas de préempter cette action de livre blanc et de mesures particulières qui vont dans le sens de tout ce qu'on défend. Il ne s'agit pas de la préempter, il s'agit de la reprendre au niveau des acteurs du terrain, mais nous ne lâcherons pas la promotion de ce document parce qu'il représente quelque chose qui est dans le champ du progrès, c'est une vision de ce que devrait être le système qui répond à toutes les problématiques de santé mentale. Donc, avec des axes de solution, le fait de travailler en transversal avec une articulation de toutes les compétences et d'insister aussi sur vraiment une approche de travail qui reste ouverte. Il n'est pas normal que le débat soit confisqué quand il l'est, et ça arrive, on est désolé, mais on le dit, ça arrive, le débat il est confisqué par trop peu, par trop peu de personnes. Il n'y a pas de mouvement démocratique autour de cette réflexion sur la santé mentale. Voilà, je m'arrête là. J'ai déjà été trop long. Merci Denis, c'était important que vous ayez bien ça en tête et parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous partagent cette vision que vient d'évoquer Denis. Alors peut-être vous dire que ce livre blanc, ça a été aussi alors vous l'avez dans vos sacoches, on vous invite à le lire, à réagir, n'hésitez pas aussi à vous manifester auprès de nous. C'est aussi quelque chose qu'on partage avec d'autres partenaires qui ont aussi leur propre réflexion, leur propre livre blanc. Franchement, ça vaut la peine, c'est ce qu'on souhaite, qu'on s'interpelle les uns les autres et qu'on puisse construire, et tout ce qu'on peut porter en commun, qu'on le porte en commun. Alors, peut-être on voulait juste aborder les 5 axes, très rapidement, en vous disant l'esprit des 5 axes qui sont dans ce livre blanc, et peut-être 1 ou 2 exemples de ce qu'on trouve dans ces axes. Ce livre blanc, j'insiste là-dessus, il a été fait de manière, là on vous le présente un petit peu en plénière, mais il a été fait vraiment de manière coopérative, avec des consultations auprès de nos adhérents et des entretiens aussi. Voilà, et il n'est pas parfait, mais au moins c'est une mise de jeu, comme on disait. Alors je vais peut-être m'adresser à Jean-François pour le premier axe qu'on a défini, c'est tout ce qui est autour de la prévention. Jean-François, tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, bon, vous avez vu que dans ce livre blanc, il y a 5 axes: prévention, parcours de soins et de vie, accompagnement, citoyenneté et gouvernance. Alors, s'agissant du premier axe sur la prévention, il y a la proposition ultra classique qui est changer le regard des troubles psychiques à travers le redéploiement d'une campagne de communication multicanaux, bien sûr, généraliser les formations de premiers secours en santé mentale tout au long de la vie, en particulier pour les publics jeunes. Et là, ça renvoie directement au communiqué de notre ministre de la Santé, Yannick Neuder,
qui, dans son intervention baptisée Repérer, soigner, reconstruire, prévoit un axe, lui aussi il y a des axes, lui il en a 3, c'est un plan national de repérage et d'intervention précoce, et parmi lesquels il y a un investissement massif des formations en premier secours en santé mentale. Comme nous sommes le second promoteur de ces formations, vous voyez que si les vœux du ministre sont concrétisés, nous ne sommes pas au chômage technique dans les mois et je dirais même les années qui viennent sur le sujet. Bien évidemment, mettre l'accent sur les dispositifs de prévention destinés aux enfants et aux adolescents. On a déjà expérimenté des choses assez intéressantes qui sont les ambassadeurs de santé mentale, qui sont en fait des jeunes qui finalement, tant en Bretagne qu'en Vendée, touchent un certain nombre d'autres jeunes, donc c'est du travail un peu de pair à pair. Ce sont des formateurs, je dirais, des sensibilisateurs qui essaient de montrer quels sont les problèmes de santé mentale qui sont rencontrés par les jeunes. C'est un dispositif expérimental intéressant et que nous comptons d'ailleurs généraliser. Bien évidemment, il y a le thème santé mentale au travail, qui est un vrai sujet. Nous l'avons passablement abordé à Marseille l'année dernière. Nous avons également l'accélération du développement des compétences psychosociales chez les élèves. Et là, vous avez vu que le ministre a annoncé énormément de mesures en direction des services de santé scolaire, de la communauté éducative. C'est bien de former des personnels de santé scolaire. Simplement, il y a tellement de postes vacants que c'est quand même un petit problème. C'est l'ancien, quand j'étais tout jeune, j'ai été, il faut le dire, chef du bureau de la santé scolaire au ministère, mais c'était à l'époque de Jacques Ralite où on formait et on créait des postes à tour de bras avant le tournant de la rigueur. Ce tournant de la rigueur, évidemment, il est toujours là et plus là que jamais. Et puis, l'autre proposition, c'est le développement des lieux de ressources sur la santé mentale, comme les CREPSI, c'est-à-dire des centres de ressources sur le handicap psychique, et d'une part, et sur les maisons de santé mentale destinées aux jeunes et aux adolescents, mais aussi aux jeunes adultes. Comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas que les 14-18 ans, les adolescents, mais il y a les 18-24 ans, les jeunes adultes, pour lesquels il faut à tout prix avoir des dispositifs qui ne sont pas, je dirais, stigmatisants, mais qui permettent d'établir des contacts vis-à-vis de jeunes qui sont en difficulté psychique. Voilà ce qu'on peut dire sur l'axe 1, prévention. Merci Jean-François. Est-ce que tu peux garder la parole pour nous parler de l'axe 2 ? Je te remercie de ton autorisation. Oui, parcours de soins et de vie. Petite parenthèse quand même, le législateur parlait de parcours de santé et de vie. Mais comme on a voulu quand même ne pas complètement passer sous silence, et il ne le faut pas, les problèmes de soins, on a préféré finalement intituler notre axe 2 parcours de soins et de vie. Et là, il y a évidemment promouvoir à tous les niveaux et à toutes les étapes de parcours de vie une orientation rétablissement. J'ai envie de dire réhabilitation, rétablissement. Comme je l'ai expliqué ce matin, il y a une dialectique, il y a des interconnexions entre les techniques de rétablissement qui mettent le pied à l'étrier de la personne, qui peut du coup se faire un petit peu aider, au moins dans un premier temps, pour assumer ensuite son parcours de rétablissement. Revitaliser la psychiatrie de service public. Alors là, vous avez vu que Yannick Neuder s'est véritablement déchaîné dans son axe 2, psychiatrie de proximité, lisible et accessible.
mieux répondre en amont, mieux accueillir en situation de crise, mieux suivre après la crise, développer le nombre de psychologues libéraux pouvant délivrer des consultations remboursées par l'assurance maladie. Tous ces objectifs du ministre sont fondés. La question, c'est que lorsque vous regardez la rubrique « Modalités de mise en œuvre », il y a de quoi être quelque peu déçu. Avec quels moyens ? Encore une fois, c'est facile hein, de critiquer, mais bon, le fait de, par exemple, de renforcer les centres médico-psychologiques par des accueils non programmés, c'est une excellente idée. Encore faudrait-il qu'on arrive à pourvoir des postes vacants qui ne sont pas budgétés. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Alors, il y a aussi dans nos propositions le renforcer l'attractivité des métiers et du soin. Et c'est bien ça le problème. L'enjeu de la psychiatrie de service public, c'est l'attractivité. Comment se fait-il que les postes d'internes qui sont ouverts, budgétés, ne sont pas pourvus? Comment se fait-il que des postes de praticiens hospitaliers qui sont budgétés ne sont pas pourvus? Comment se fait-il que des paramédicaux et de l'équipe pluridisciplinaire, notamment de secteur psychiatrique, quittent leurs fonctions et ne sont pas remplacés alors qu'il existe l'équivalent financier pour les financer? Ça, c'est un vrai sujet. Et je me permets d'ajouter ce que je disais ce matin aussi, c'est que dans le secteur médico-social, notamment celui dédié au handicap psychique, on rencontre les mêmes problèmes d'éducateurs spécialisés qui s'en vont, qui ne sont pas remplacés, etc. Un turnover absolument fantastique et puis des manques aussi. Et donc, c'est moins un manque, il y a un manque de moyens, mais ce manque de moyens, c'est plus un manque de moyens qu'un manque de financement. Et puis, il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on fait de ces moyens pour réorienter dans le bon sens les dispositifs de soins et d'accompagnement. Voilà ce que je voulais dire sur l'axe 2. Et je te repasse la parole, mon cher Jean-Philippe. Merci Jean-François. Et on voit que les démarches des uns et des autres aujourd'hui, de ce journée, c'est de réfléchir justement à redonner du sens au métier et de retrouver, enfin de contribuer à retrouver de l'attractivité. Alors, il est temps de donner la voix et la parole à Valérie. Pardon ? Je t'en prie. Non, ben voilà, on est ravis de passer la parole à Valérie sur l'axe justement accompagnement, sachant que tous ces axes fonctionnent ensemble, mais voilà, ça permettait de les organiser. Oui, moi j'avais peut-être envie en introduction et en complément de ce que tu as dit de redire deux mots sur ce livre blanc et sur la démarche participative qui a été engagée. On peut aujourd'hui ne pas être d'accord avec 100% des propositions qui sont là, ne pas être totalement d'accord avec les termes, ne pas être totalement d'accord avec l'ordre dans lequel les choses peuvent être dites. Mais c'est un véritable outil, je pense, dont tout le monde peut se saisir aujourd'hui pour aller porter dans son territoire des orientations, une façon de penser les soins et l'accompagnement des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et aussi un soutien à la transformation de nos organisations et de nos institutions. Donc effectivement, tu m'as chargé de décrire cet axe accompagnement du livre blanc. Moi, je ne vais peut-être pas procéder totalement comme Jean-François, mais peut-être dire que ce qui nous a porté dans l'écriture de ce chapitre, c'est la personne d'abord. Et quand on dit la personne d'abord, c'est le projet de la personne au centre de nos préoccupations et de nos préoccupations communes. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire vraiment la promotion de ce que peut être, à partir des souhaits de la personne, la manière dont on va accompagner, structurer et accompagner un projet autour éventuellement de l'emploi, de l'activité professionnelle ou de l'activité tout court, autour de la question du chez-soi, avec les différentes modalités d'accompagnement vers le logement. Et on voit quand même que se multiplient aussi les expériences de chez-soi d'abord, mais il y a toutes les modalités possibles de cet accompagnement dans le logement, vers et dans le logement, au travers notamment, on l'a vu et on l'a entendu dans plusieurs sympos, de toute l'activité aujourd'hui qui est réalisée par les SAMSA, par les SAVS, mais aussi par
voilà, d'autres structures qui se créent et qui génèrent et qui créent de l'innovation et qui permettent comme ça de faire du sur-mesure dans cet accompagnement. Et puis un autre point qui nous semble particulièrement important, c'est la question de la PCH. Donc Denis a été quand même fer de lance avec Roselyne, notamment, qu'on a entendu ce matin, pour porter cette question du développement de la PCH pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. La question du déploiement de cette PCH dans les territoires, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. La reconnaissance du besoin de compensation, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi de 2005 et quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on accompagne les MDPH dans la compréhension des enjeux autour de la PCH et sur la manière dont elle peut être mobilisée pour les personnes qui ont besoin de cette compensation. Donc ça, c'est autant d'éléments qui sont importants. Il y a le projet de la personne d'abord, donc la personne d'abord et son projet, la manière dont on va écouter, entendre aussi ce qu'elle souhaite, nous mettre en capacité de répondre à ses attentes, donc non pas dans une posture de sachant, mais dans une posture d'accompagnateur, ce qu'on a effectivement entendu ces 2 derniers jours. Et puis bien évidemment, ce qui se développe aussi, on peut qu'en être satisfait et ravi, le recours à la paire aidance selon différentes modalités, hein, parce qu'on parle de la professionnalité des pairs aidants, mais il y a aussi quelquefois un soutien entre pairs qui se joue aujourd'hui dans les groupes d'entraide mutuelle, qui est quand même quelque chose de très important. C'est pas... Enfin, voilà, Nathalie, on dira peut-être quelque chose de plus que moi, mais pour participer, pour accompagner certains conseils d'administration de groupes d'entraide mutuelle, moi je trouve que là, il se joue vraiment un espace de démocratie qui est très très intéressant, de soutien réciproque. Et il faut sans doute qu'on travaille, nous les professionnels de l'accompagnement, vraiment la question des articulations, des alliances et de comment on peut soutenir l'ensemble de ces projets à l'échelle des territoires. Voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. Et puis... Merci Valérie. Alors, avant de passer à l'axe 4, Denis voulait une petite réaction sur la PCH. Oui, juste une petite incise, juste pour dire que dans le cadre, oui, je partage évidemment ce que vient de dire Valérie sur l'importance de ce nouveau moyen d'accompagner dans la finesse des besoins les personnes en situation de handicap psychique. Donc vraiment, c'est un point sur lequel il faut garder un œil très précis pour pouvoir accompagner le mouvement. Le mot accompagner ici a un sens un peu particulier, à savoir que, enfin, non, c'est un peu compliqué la manière de le formuler, donc je vais le formuler autrement. Nous organisons, dans le cadre du Congrès français de psychiatrie, une journée tous les ans qui s'appelle la JAC, la journée de l'accompagnement, et la prochaine JAC aura lieu en décembre, et on traitera de cette question de la PCH. Et si vous pouviez vous y intéresser, je pense que c'est réellement un levier tout à fait intéressant. Merci. Alors, je me retourne à nouveau vers Valérie pour nous parler du 4e axe autour de la citoyenneté. Mais je vais faire très très court parce que je crois qu'on aurait presque pu le mettre en 3, voire en 1. Cet axe sur la citoyenneté, on ne va jamais finir de débattre à propos de ce livre blanc, mais garantir les droits et la dignité de la personne concernée, les conditions d'émergence de leur parole. Alors, voilà, pour vous faire état de quelque chose que j'ai entendu il y a très très peu de temps. Alors certains savent que ma boussole, c'est quand même la Convention internationale des droits des personnes handicapées. C'est vraiment dans ce sens que j'essaye de travailler d'une manière globale et j'essaye de faire passer ce message-là à toutes les équipes avec lesquelles je travaille et tous les partenaires avec lesquels je travaille. C'est quelque chose que nous avons de commun. Cette convention, elle s'appuie sur les droits humains. Donc ça nous concerne tous, cette question de l'accès aux droits. Et du coup, j'aurais envie d'un peu d'inverser la proposition. Et j'ai entendu il y a très peu de temps, dans un groupe de réflexion commun, quelqu'un dire « il ne peut pas y avoir d'accès aux droits sans autodétermination ». Donc il ne peut pas y avoir d'accès aux droits sans espace possible d'autodétermination. Donc ça me paraît être une question très importante qu'il faut pointer ici. Et il en a été question quasiment dans tous les sympos auxquels j'ai pu participer ou les ateliers, les groupes de travail. Si on ne laisse pas cet espace-là aux personnes concernées de prendre des initiatives, de faire des choix, de dire ce qu'elles souhaitent, de pouvoir à tout moment de leur parcours dire quels sont leurs choix, il n'est pas imaginable qu'on soit dans le respect de leurs droits.
Donc voilà, c'est juste cette question-là qui pose aussi la question de notre posture professionnelle. Et ça aussi, il en a été question chaque fois qu'on a abordé la question des processus de rétablissement. C'est comment, en tant que professionnel, on a la posture qui permet effectivement à la personne de reprendre sa vie en main, son chemin en main. Et ça, c'est un préalable à l'accès au droit dans toutes les dimensions. Voilà, donc je dirais simplement ça. Et puis, du coup, en conclusion, parce qu'après, j'aurai plus la parole, donc je veux juste... J'ai beaucoup entendu aussi dans les sympos dire... entendre, alors... comment est-ce que vous avez dit ça ? Le temps de l'engagement n'est pas le temps des institutions, n'est pas le temps des pouvoirs publics. Alors, pour moi qui me situe plutôt dans le temps de l'engagement, je vais assumer un peu la frustration parfois. Et j'ai aussi entendu des professionnels dire... parfois on se sent un peu seul quand même quand on est dans ces postures un peu qui garantissent cet accès au droit dans un système qui n'est pas toujours pensé de cette manière-là. Donc moi j'ai envie de dire vous n'êtes pas seul aujourd'hui, en tout cas ces 2 derniers jours on était au moins 700 entendre les mêmes choses et à se mobiliser, et peut-être qu'en attendant la prochaine rencontre, que ce soit Réhab ou les Journées Santé Mentale France, on peut peut-être se mettre d'accord pour continuer à se rencontrer, continuer à travailler ensemble et continuer à promouvoir les approches rétablissement auxquelles nous tenons. Merci Valérie. Je me tourne vers Jean-François à nouveau pour le dernier axe sur la gouvernance. Oui, là aussi je serai très bref. Parce que c'est un point qu'on a passablement développé avec Déborah Seban ce matin. Elle, avec la revitalisation des comités locaux de santé mentale, elle vous a expliqué que l'instruction qui venait de sortir de la DGS avait été, il faut bien le dire, entièrement rédigée par le CCOMS. Gloire à la DGS qui a eu la sagesse de ne pas écrire à la place de ceux qui savent. Parfois l'administration fait preuve d'intelligence lorsqu'elle fait preuve de modération dans ses... Bon bref, vous m'avez compris. Et puis j'ai parlé ce matin longtemps en plénière, donc vous l'avez tous entendu, sur les problèmes de revitalisation des projets territoriaux de santé mentale de seconde génération, puisque les premiers arrivent à expiration. Et je ne vais pas recommencer à vous parler de ce dont je vous ai parlé ce matin. Simplement pour insister sur le fait que le projet territorial de santé mentale, c'est l'exemple même de ce qu'il faut faire en termes de transversalité. C'est-à-dire prévention, diagnostic, soins, réhabilitation, réinsertion, pluridisciplinarité, interdisciplinarité, tout ce dispositif de transversalité que nous portons et qui a été évoqué par Denis, on le retrouve dans ces projets territoriaux de santé mentale qui sont encore un peu imparfaits, mais qui, avec les PTSM de seconde génération, vont reprendre un peu plus de rose aux joues, avoir de meilleurs diagnostics, avoir une transversalité accrue, parce que certains sont quand même inégaux par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit ce matin. Alors, je voudrais aussi dire que nous prônons aussi la création d'une délégation interministérielle à la santé mentale qui serait directement rattachée au Premier ministre, ce qui ne fait pas l'économie d'une délégation santé mentale au sein du ministère chargé des Affaires sociales, c'est-à-dire pour bien associer déjà 3 directions qui sont un petit peu qui n'ont pas toujours la même vision des choses, direction générale de la santé, direction de l'hospitalisation de l'offre de soins et direction générale de la cohésion sociale, c'est-à-dire finalement les 3 dimensions santé publique, hospitalisation, médecine de ville et action sociale et médico-sociale. Mais en dehors de ça, il faut accélérer l'interministérialité et la mobilisation de tous les départements ministériels.
l'éducation nationale, vous savez que c'est un État dans l'État, l'éducation nationale, mais aussi le ministère des Sports, la culture, etc. Enfin bon, vous connaissez les trucs par cœur, et je crois que le fait qu'il y ait une coordination pluridisciplinaire au niveau du Premier ministre, ce qui a été fait à un moment pour les personnes handicapées, n'est pas un luxe exagéré. Et puis je termine en faisant un vœu qui, à mon avis, est peut-être empreint d'une grande naïveté. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, avec l'absence de majorité auquel nous sommes confrontés, d'élaborer, ça ne vous empêche pas d'y travailler, une grande loi d'orientation sur la santé mentale qui pourrait consacrer des tas de notions qui sont aujourd'hui oubliées, et rêvant plus encore, essayons d'avoir une programmation financière pluriannuelle un peu sur le modèle de la loi de programmation militaire, liant des objectifs et des moyens. L'urgence est réelle, et après tout, ce que les militaires sont capables de faire, on est peut-être capable de le faire dans notre champ. Merci. Merci Jean-François. Alors, voilà, alors oui, on a regardé le meilleur pour la fin. Donc je voulais faire un petit clin d'œil à Nathalie et puis lui passer la parole pour les derniers mots de cette plénière avant de passer à la conclusion des Journées nationales. Nathalie. Bonjour, je vais vous dire quelques mots que j'ai écrits avec le cœur. Voilà, moi ce qui compte dans ma pratique professionnelle aussi, c'est l'écriture. J'anime des ateliers d'écriture en psychiatrie. Donc voilà, j'ai écrit un petit texte pour vous. Ça s'appelle « Vers une nouvelle psychiatrie pour une meilleure santé mentale ». Je vous parle de mon point de vue, à la fois d'usagère et de professionnel de la psychiatrie, et de cette place de vice-présidente que Santé Mentale France m'a donnée. Je tiens à dire à tous ici merci pour cette preuve de confiance qui bouleverse les habitudes et qui me touche. Dans notre société, longtemps des usages étaient en place et peu à peu, des révolutions ont été initiées et actées, changeant profondément le paysage. Comme par exemple le droit de vote pour les femmes. Ces changements nous ont soudés et humanisés. C'est une autre façon de faire société. Aujourd'hui vient le temps de penser un changement de la psychiatrie et une meilleure santé mentale. Longtemps, des pratiques ont été usuelles, certaines violences entraînant des souffrances du côté des patients, mais aussi des professionnels. Je pense également à certains cloisonnements, certaines routines mortifères. Aujourd'hui, des services sont en crise et les plus précaires en pâtissent. Et parallèlement à cela, les usagers de la psychiatrie, notamment dans les GEM, participent, s'autonomisent et s'engagent, devenant pleinement citoyens pour un meilleur système de soins et d'insertion. Il est venu le temps de se poser la question des habitudes. Il est important d'ouvrir les yeux, de voir que déjà, dans certains territoires, une révolution est en marche, vers plus d'humanisme, vers plus de participation des usagers. Osons nous engager, nous là, nous tous. Osons entrer dans le mouvement. Osons travailler ensemble, en synergie. Santé Mentale France nous propose d'embarquer dans cette belle aventure. Osons envisager le rétablissement, non comme une injonction, mais comme un horizon possible. Les GEM avec succès ont maillé notre pays. Nous pouvons les développer encore. La pérédance y est à l'œuvre au quotidien. Pensons prévention, accessibilité, activité, équipe mobile,
Logement d'abord, réhabilitation, inclusion. Ouvrons les lieux, construisons des partenariats. Dans les lieux d'hospitalisation, pensons déjà à l'après. Sortons de la chronicisation qui touche autant les soignants que les patients finalement. Alors créons des ouvertures, du réseau. Favorisons des espaces d'émergence de la rencontre singulière pour une écoute singulière. Et œuvrons pour une émancipation des personnes concernées. Bref, construisons ensemble. Nos journées nationales Santé mentale France ont été l'occasion de partager de grands espoirs. Santé mentale France est dans cette dynamique de refondation. Pensons humanisme et surtout, soyons-en fiers. Demain, dans chacun de nos territoires, travaillons ensemble à construire l'avenir de la santé mentale. Merci.